Allô? Allô, comment Ça ça va va? bien? Oui, Ça va toi? super bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, je te vois bien. OK. Pas de problème. Puis ça Super. enregistre. Parfait. Donc, hier, tu as fait le lancement de ton livre sur White Box Play, mais Oui, faire le choix du bonheur, mais il est disponible depuis le 20 octobre. oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans la réception des gens depuis la sortie? Je te dirais que ce qui me surprend le plus dans la réception que les gens ont eu pour mon tout premier livre, c'est le lien unique que ça a créé et le rapprochement que ça a créé avec mes fans. Quelque Mhm. chose d'encore plus profond, plus grand que tout ce que j'avais fait avec la musique, je pense. En 17 ans de carrière, j'ai vécu des beaux moments. J'ai des gens qui m'ont écrit souvent pour me parler des chansons. J'ai écrit des chansons sur le cancer, j'ai écrit des chansons sur les enfants malades. Bon, j'ai écrit bon nombre de chansons d'amour que les gens ont fait jouer dans les mariages et dans des moments propices de leur vie amoureuse, mais là, ça va à un tout autre niveau. On dirait que, comme dans un livre, tu as le temps de plus parler, de prendre ton temps, puis les gens passent un 3-4 heures avec toi, embarquent dans ta vie personnelle. Ils ont envie de s'ouvrir à toi, puis ils te disent, écoute, cette partie-là de ma vie m'a touché. Quand tu dis ça, ça fait référence à telle Mhm. partie de ma vie. Et les gens m'ont fait des témoignages absolument extraordinaires et j'ai répondu, peut-être à cause de la pandémie, encore plus aux gens. J'ai Mhm. engagé un dialogue, une conversation avec les gens que je n'avais pas fait autant avec ma musique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe avec cette dynamique-là avec les gens. Et dans ce livre-là, tu donnes des trucs et des conseils aux gens pour trouver le bonheur, les aider à choisir le bonheur tous les jours. Et comment ça s'est déroulé la sélection de ces trucs-là pour toi? Est-ce que ça a été difficile de dresser le plan des chapitres? Absolument pas parce qu'il n'y Ah non. avait aucun plan. OK. Il n'y avait aucun plan de chapitre. Je me suis levé un matin et j'ai dit écoute, tous mes shows avaient été annulés à cause de la pandémie. Mm. Ça m'a frappé comme ça a duré 30 secondes. J'ai dit OK, on va transformer un élément négatif en positif. Ça fait des années que je rêve d'écrire mon livre. J'avais mon thème, j'avais ma phrase, faire le choix du bonheur qui me tournait dans ma tête depuis 15, 16, 20 ans. Mais toute ma philosophie de vie était déjà ancrée en moi. Moi, je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Je ne connais pas ça ni en chanson, ni avec mon livre. J'ai toujours dit, quand tu t'assois pour écrire, on a vécu tellement de choses, on a tellement d'émotions en dedans de nous, tellement de souvenirs de choses, que quand on rouvre l'espèce de valve, tout sort, tout se met à sortir. Fait que du premier jour, je me suis assis pour écrire et j'ai écrit dans un ordre que je n'ai pas changé. J'ai vraiment, à un moment donné, je me disais, ben, je vais écrire des chapitres, je vais y aller comme ça vient, puis à la toute fin, je verrai, tu sais, comme des fois quand tu fais un album, tu écris une douzaine de chansons, tu les enregistres, mais après ça, tu fais ce qu'on appelle un pacing, un setlist. Mm. Là, celle-là est peut-être un peu intense pour commencer, je serais mieux de la mettre dans le milieu, de monter, je vais Oui. redescendre avec une balade. Alors que là, dans le livre, les chapitres sont venus 1 à 20 comme ça et je les ai gardés de 1 à 20 dans l'ordre dans lequel je les ai écrits. Et je ne me suis jamais dit, OK, je vais faire une structure. Là, je vais écrire un chapitre qui parle de ça, un chapitre qui parle de ça. Tous les jours, je m'assoyais devant mon ordinateur et j'écrivais comme ça. C'est revenu très naturellement. Je te dirais que j'ai écrit 160 pages parce que c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu 20 chapitres, j'avais prévu une date, mais j'aurais probablement pu en écrire encore 20 autres si j'avais eu le temps ou si ça avait été ça le but de l'exercice. C'est ça, mais justement, au-delà du deadline, des échéanciers que tu dois respecter, comment tu as su qu'il était vraiment terminé, ce livre-là, que tu avais tout dit ce que tu voulais dire? Ben, écoute, j'ai probablement pas dit tout ce que j'avais à dire, mais j'avais 160 pages pour mon livre parce que j'avais, comme je te disais, j'avais une date qu'il ne fallait OK. pas que je dépasse. Puis au niveau des coûts, parce que je suis mon propre éditeur. Moi, Mm. j'ai décidé de faire comme pour mes disques puis mes spectacles toute ma vie. J'ai été mon propre producteur de disques, mon propre producteur de spectacles. Je suis autoproducteur depuis mes débuts il y a 17 ans. Et pour mes livres, j'ai dit, je vais faire la même chose. Je n'avais aucune idée comment fonctionnait l'édition. J'étais nouveau là-dedans. J'ai dit, c'est pas grave, je me lance, j'y vais. Et puis, bon, au niveau des coûts, il y a des 132 pages, 160 pages et 190 pages, là, qui est au niveau du découpage des livres. Ça arrive carré, c'est facile pour les presses. Puis ça Mm. fait une énorme différence quand tu imprimes des livres. Moi, le distributeur m'en a demandé 6 000 livres pour distribuer partout. C'est énorme. Et puis, Mm. à 2 piastres par livre, je te laisse faire un petit calcul rapide. Ça coûte cher! Ça coûte cher. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, quand c'est une différence, par exemple, je te donne un exemple de 50 sous par livre, ben, tu sais, sur Mm. 8 000, sur 6 000 livres ou presque, ça fait une différence. Puis je Mm. trouvais que 160 livres, je trouvais que c'était bien. Ça me permettait de mettre le livre, tu sais, là, on parle de choses un peu stratégiques, business, mais je me disais, il me semble, avant de commencer, j'avais aucune idée. Puis 160 pages, c'était environ 30 000 mots.
J'étais comme, OK, 30 000 mots, c'est du stock, ça ferait à peu près 20 chapitres dans la longueur de chapitre que j'écrivais. Il y avait un souci d'économique et aussi de ne pas vendre le livre trop cher. On est en période de pandémie. J'ai écrit un livre pour donner des trucs, des conseils aux gens pour avoir des outils. Je trouve que ce livre-là arrive à un bon moment parce que les gens sont down. Il y a beaucoup de déprime, beaucoup de dépression. Les gens voient le mois de novembre arriver, il y a moins de lumière. Et je me disais, si j'écris trop ou j'en mets trop de pages, ou à un moment donné, il va falloir que je charge un montant plus élevé. Donc, je trouvais qu'à 160 pages, 20 je trouvais que c'était le fun, c'était accessible à tout le monde. Pas trop long, pas trop court. Et dans ce livre-là, chaque chapitre débute par 2 citations. Oui. Puis on va vraiment, c'est vraiment éclectique. On passe de Rihanna à Jim Carrey à Bouddha. Ouais. Donc... Et puis, je m'excuse de t'interrompre parce que dans mon livre, je dis qu'il ne faut pas interrompre les gens. Puis en général, je ne le fais pas, mais j'aime ce que tu me dis. Puis tu es la première qui m'amène ça. Puis je me suis demandé combien de temps ça allait prendre avant que quelqu'un me dise ça. Tu es la première qui me le dit. Puis je me suis vraiment demandé, je me suis dit, quand est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que j'ai ri, parce que j'aimais beaucoup la citation de Rihanna. Et elle s'est trouvée dans la même page, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, elle se trouve dans la même page que celle de Bouddha. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, le contraste, c'est ça qui est frappant. Puis moi, je me dis, comment tu as fait pour... C'était quoi la recherche, la sélection pour trouver ces citations-là? Pourquoi aussi 2 par page et non une? Écoute, j'aime beaucoup les citations. Je sais que les gens aiment ça. Moi, quand je lis des livres de ce genre-là, j'aime beaucoup, beaucoup les citations. Et c'est des citations qui viennent... écoute, il y a des livres qui se vendent, c'est que des citations. Ça vient appuyer un propos, c'est des gens... Et j'ai fait par exprès pour prendre des gens de toutes les sphères et ne pas juste citer Voltaire, Platon, Socrate, Bouddha, je ne sais pas, là, tous les grands penseurs et philosophes, même au niveau des auteurs américains, par exemple. J'ai fait par exprès, j'ai même une citation de Jim Carrey, qui est un acteur. J'ai Bouddha, j'ai des citations de Bob Marley, j'ai des citations de certains chanteurs que j'ai voulu mélanger avec les grands penseurs parce qu'encore une fois, je trouvais que ça rendait le tout un peu plus accessible. Moi, je ne suis pas un psychologue, je n'ai pas des hautes études de maîtrise ou de doctorat en psychologie. Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, la plupart des ouvrages que j'ai vus ou qui ont été très populaires, c'est beaucoup, beaucoup écrit par des psychologues, beaucoup écrit par des docteurs, par des psychoéducateurs, par des gens qui sont spécialisés dans le domaine du développement, du bien-être, de la psychologie. Fait que je me disais, ça amène une toute autre perspective que ce soit écrit par un gars ordinaire. Je suis un artiste. Bien, je veux dire, un artiste, on est du monde comme tout le monde. Là. On n'est pas rien de mieux ou de moins bon. Puis en fait, c'est ce que je dis dans le début de mon livre. Je suis ni moins bon ni meilleur qu'un autre. Je n'ai pas la vérité infuse. Je ne dirais pas aux gens comment vivre leur vie. Mais je leur dis, par contre, prends ce livre-là, puis je te garantis que si tu le lis à la fin, tu vas trouver au moins sur 160 pages une couple de trucs puis de petits exercices que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie puis qui vont te faire du bien puis qui vont amener plus de bonheur puis tu vas avoir la vie d'une meilleure façon, de façon plus positive ou plus joyeuse. Puis c'est la seule prétention que j'ai dans ce livre-là, que je pense que les gens, quand ils vont finir de ce livre-là, ils vont être mieux outillés dans les moments un petit peu difficiles ou plus sombres de la vie. Je confirme parce que j'essaie déjà le grand verre d'eau le matin. Ah oui, tu vois, là, ça a été... Ben écoute, c'est des petites affaires comme ça. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Puis écoute, ça fait partie de ma routine. Je me lève le matin. J'ai lu ça dans des études. Tu sais, ça fait 8 heures que tu es couché, tu es déshydraté. Le fait que tu sois en position horizontale à longueur pendant 8 heures fait en sorte que tu as des toxines qui s'accumulent dans ton corps. Donc, de prendre un grand verre d'eau le matin, ça réveille ton corps, ça réveille les organes internes, ça aide à la digestion, ça te réveille. Tu sais, c'est des petits exercices un petit peu plus techniques où je donne tout, en fait, dans le livre, je donne toute ma routine du matin parce que je montre que c'est possible de reprogrammer son esprit puis de changer ses habitudes parce que moi, dans la vie, je détestais le matin. Je me suis dit pendant je ne sais pas combien d'années, moi, le matin, là, moi, je ne suis pas un gars du matin, j'haïs ça, me lever avec une alarme. Puis à un moment donné, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai dit, mais c'est quoi cette idée-là? L'autre exemple, je te donnerais, si on arrive au mois de novembre, combien d'entre nous disent, on appelle le mois de novembre le mois des morts. Moi, j'arrive chez mon chum l'autre jour, il est déprimé. Je le sens un peu maussade. Je dis, voyons, qu'est-ce que tu as? Il dit, moi, le mois de novembre. À chaque année, il arrive le mois de novembre. Et on recule là, il fait noir de bonheur, il commence à faire frais. Mais oui, mais c'est sûr, tu pars 2 prises contre toi. Si tu dis ça, c'est sûr, tu vas penser ça. À chaque année, tu es programmé, le mois de novembre arrive. Moi, j'étais comme ça le matin. Là, j'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai dit, moi, je vais me lever le matin et je m'oblige à sourire avant de sortir du lit.
Je dis, j'attends plus d'être heureux dans la vie pour sourire, je souris pour être Mhm. heureux. Quand tu souris, tu envoies de l'endorphine à ton cerveau il fait oh, il sourit, il est heureux. Et ça génère en toi ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, qui est la même hormone qui est sécrétée quand on fait du sport puis qu'on se sent bien après. Donc, c'est toutes sortes de petits trucs comme ça. Écoute, il y en a une panoplie, tu le sais, dans le livre, mais Mhm. il y en a beaucoup que c'est des petits trucs simples, c'est des choses qu'on dirait. Relativement des petites choses niaiseuses de la vie et qu'on ne sait pas tout le temps, ou qu'on le sait, mais on fait, c'est vrai ça. Puis tu essayes ça, puis à un moment donné, tu te surprends à dire que c'est tellement simple, c'est tellement ordinaire, mais en même temps, ça fonctionne tellement. Fait que, c'est ça, c'est toutes sortes de petits trucs. J'espère que si tu l'as lu, tu vas en découvrir quelques-uns qui vont marcher pour toi, puis tu vas essayer dans ta vie, qui vont peut-être faire une petite différence dans ta vie. Il faut se donner le temps aussi de les mettre en pratique parce que c'est pas facile de les appliquer à tous les jours non plus. Non, effectivement, tu as un bon point. Ce que je dis, ce qui est facile, c'est à un moment donné te lever et dire, prendre la décision de faire du bonheur un mode de vie, de faire le Mhm. choix du bonheur, comme le dit le titre de mon livre. Ça, à un moment donné, tu te lèves, c'est comme je dis, c'est facile, faites le choix du bonheur, mais engagez-vous. Mais une fois que c'est fait, c'est un engagement concret et quotidien à tous les jours de sa vie. À être heureux, ça ne tombe pas du ciel. Tu ne te lèves pas un matin. Moi, je suis une personne, hop, la vie, heureuse. Je me lève le matin avec un sourire dans le visage, prêt à affronter toutes les épreuves puis les défis que la vie va mettre avec le grand sourire. Non, ça se travaille. Tu commences en bas de l'échelle, petit peu par petit peu. Tu travailles comme l'entraînement, comme le sport. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais été au gym de sa vie, envoie-le au gym, fais-y faire des répétitions, fais-y faire du cardio. My God, que c'est difficile, tu sais. Puis s'il ne le fait pas sur une base régulière, au début, on va essayer d'y aller 3, 4 fois, tu sais, au moins 2, 3 fois par semaine. Puis plus tu y vas, plus c'est facile. Tu sais, ben, le bonheur, tu sais, c'est ça. Vas-y une fois, puis retourne-y dans 2 semaines. À chaque fois, tu vas trouver ça dur. Mais travaille sur toi-même, travaille sur ton intérieur, travaille sur ton bonheur, travaille sur la gratitude que tu as envers la vie, travaille à faire du bien dans la vie des autres, de sortir de ton chemin pour aider les gens, pour faire du bien aux autres, pour enrichir tes relations interpersonnelles, pour découvrir qu'on est interdépendant, que ton bonheur est dépendant de celui des autres. Plus tu fais du bonheur autour de toi, plus tu vas avoir du bonheur en retour dans ta vie. C'est un cercle vertueux. Tu sais. L'être humain tend à répéter les choses qui lui amènent du bonheur. Donc, plus tu fais des belles choses, plus tu es heureux, puis plus tu en fais, tu as envie d'y refaire. Fait que ça, c'est un beau, le contraire d'un cercle vicieux, c'est un beau cercle Ouais. vertueux qui s'embarque dans ta vie, puis après ça, tu viens prisonnier de façon positive de ce cercle vertueux-là, puis ta vie commence à changer tranquillement quand tu appliques ces choses-là. Et comme tu dis, par exemple, des fois, oui, on est capable, en s'entraînant, de ne pas attendre d'être heureux pour sourire, mais sourire pour être heureux. Est-ce que des fois aussi, il faut aussi accepter de faire le choix du malheur et de l'accepter à fond parfois? Je pense que oui, jusqu'à dans une certaine mesure. Au sens où je l'écris dans certains chapitres, il ne faut pas refuser de voir la réalité Hum, et OK. refuser ses émotions. Tu sais, tes émotions t'envoient des signaux dans la vie. Tu sais. Attends un petit peu. L'important, je pense, c'est d'analyser ses émotions souvent. Pourquoi on Hum, réagit comme ça? Quand on est capable de se détacher de soi-même, il y a un certain moment de comprendre qu'on n'est pas notre émotion. Parce que notre émotion là, est conditionnée par plein de choses de notre passé. Souvent, on s'identifie à nos succès et à nos insuccès puis nos échecs du passé. Par exemple, je te dirais, une fille qui, toute sa vie, a été jalouse. Ça a été mal dans ses relations amoureuses parce qu'elle se dit, moi, je suis jalouse dans la vie. Puis tu lui parles, puis j'avais une chum de fille qui me disait ça à l'époque. Ah, oh, moi, ça va tellement mal, moi, dans mes relations. Moi, je suis jamais capable de garder un gars. J'ai tellement mauvais caractère, je suis tellement jalouse. Ben, Colin, tant que tu vas te dire ça, à chaque fois que tu vas rentrer dans une relation, tu vas vivre ces choses-là, tu vas répéter ces hum, patterns-là. Fait que, tu sais, au même principe où c'est ça. Il y a des émotions qui sont importantes de vivre, mais il faut être capable de reconnaître ce que j'appelle, moi, des pensées négatives. Il y a des émotions qui sont importantes. Hier, j'ai fait mon lancement de livre et j'ai fait hum, un spectacle avant le lancement de livre. J'ai chanté pour la toute première fois de ma vie une chanson qui traite de l'Alzheimer, quelque chose quelque chose qui est important pour moi dans ma vie. Puis il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de gens qui ont pleuré. Bien, ça, c'est des bonnes émotions. Tu sais, ces gens-là hum. qui ont vécu des choses par rapport à ça, tu vas pleurer, tu ne refoules pas tes émotions. C'est important. Ça, c'est des larmes qui font du bien. Mais par contre, quand tu es malheureux, est-ce qu'on a le droit du malheur? Oui, tu as le droit. Mais connais-tu, je vais te poser la question, tu me diras ce que Oui. tu en penses. Connais-tu une seule personne qui est malheureuse et qui veut rester dans cet état-là? Non. Il faudrait être masochiste en s'il vous C'est ça. plaît. Je veux dire, pour être malheureux puis vouloir rester là-dedans, Ou moi, de ne pas personnellement, comprendre le malheur d'où il vient, là, mais ben, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui non, voudrait c'est ça. rester là-dedans. Hum, Donc, tu as le droit d'être malheureux, oui.
personne ne va jamais t'enlever ce droit-là. Tu as le droit de vivre tes émotions et jusqu'à un certain point, je pense que c'est important de les vivre, tes émotions. Mais à certains moments, est-ce que tu veux rester dans une émotion négative ou tu veux t'en sortir puis tu veux aller vers autre chose? Donc, c'est ça, je pense qu'à un moment donné, il faut travailler sur soi-même puis pas rester pris dans une émotion qui est négative, essayer de se sortir de ça par les moyens qu'on possède. Il y a mon chum Emmanuel Auger qui animait le lancement hier, mon chum comédien qu'on connaît, qui a joué dans le district, qui faisait FA9 dans le district 31, qui, dans la préface du livre, m'a écrit une belle chose. Il dit, tiens, ce qu'il va faire, là, c'est comme un outil qui arrive sur un chantier de construction. Ça y prend les bons outils pour chaque situation. Ça y prend un bon coffre à outils, bien plein pour être capable de faire plein de choses. Moi, dans mon livre, je dis, ben écoute, vas-tu essayer d'enfoncer un clou avec un tournevis? Non. Vas-tu essayer de visser une vis en frappant dessus avec un marteau? Non. Dans la vie, il faut s'outiller, il faut prendre les bons outils. Puis une fois qu'on a les bons outils pour chaque situation, bien, on est capable de construire son bonheur, de construire son avenir, mais ça nous prend les outils. Puis c'est pas tout le monde qui vient au monde avec les mêmes outils. Tu sais, il y a notre éducation, il y a le milieu social, le milieu culturel, il y a toutes sortes de choses qui influencent le bonheur. Dans les études, ils disent que les gènes comptent pour environ 40 du bonheur chez une personne. Il y a une prédisposition au bonheur. Il y a environ, contrairement à la pensée que les éléments extérieurs influencent énormément notre état de bonheur, ce qui est en fait vrai jusqu'à une certaine partie, bien sûr, mais il paraîtrait que ce serait seulement 10 des événements extérieurs qui influencent notre bonheur et qu'il y aurait un 50 de notre bonheur qui serait totalement dépendant de nous, de comment on voit la vie. Donc, c'est comme si je te disais, tu as une chance sur 2 de gagner à la loterie. C'est 50 des chances que tu as de gagner à la loterie. Tu dirais, My God, j'ai 50 de gagner des chances du million. Je te dirais, comment tu trouves tes chances? Tu dirais, ben c'est écœurant, ben wow, ben voyons donc. Mais là, tu sais, dans le fond, ce que je dis aux gens, moi, c'est que tu as 50 des chances dans la vie de gagner à la loterie du bonheur, d'être heureux. Puis il y a 50 de ça qui dépend de toi. C'est sûr qu'il y a des prédispositions, des gens qui ont des conditions. Là. Il y a des gens qui souffrent de choses qui vont au-delà de juste travailler sur soi-même. Pour ça, il y a des professionnels, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, effectivement. Mais je pense que pour 99 de la population, notre bonheur, on en est pas mal responsable, puis beaucoup plus qu'on le pense. Oui, vraiment. Et puis, dans le lancement hier, tu as dit que tu aimerais ça, que ton livre, ça soit ta carte de visite en France avant ta musique. Ah, t'as entendu ça? Ben oui, c'est parfait. Donc, c'est pour ça que ce soit ton livre, que ce soit d'ailleurs de visite avant ta musique. Pour quelle raison? Écoute, peut-être parce que au niveau de la musique, c'est beaucoup plus difficile. La France, c'est un gros pays. Il me semble qu'il doit y avoir à peu près 70-80 millions de personnes là-bas. C'est pas comme au Québec, au sens où au Québec, tout est centré à Montréal. Si tu veux lancer un album, c'est relativement facile. Tu signes un contrat avec le distributeur, il met tes albums un peu partout. Maintenant, il n'y en a même plus physique, on les met presque juste sur Internet. Tu organises un petit lancement, tu engages une relationniste de presse, les médias viennent, ils en parlent, ça se rend partout à travers le Québec. C'est pas très compliqué de faire de la musique. Tandis qu'en France, je ne peux pas débarquer avec mon album à Paris puis dire ben, je vais faire un album, je vais louer une salle, je vais engager une relationniste, je vais lancer moi-même mon album à Paris. Écoute, pour te rendre partout à travers le pays, pour faire les médias, pour te promener. Ici, tu te promènes, tu fais Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Jonquière, Magog, tu fais les 5, 6, 7 villes, puis qui sont à 2, 3, 4 heures de voiture. Tu as fait le tour. Imagine, mais faire ça en France, c'est impossible. Par contre, je trouve qu'avec le livre, il y a peut-être une façon de rentrer qui serait peut-être plus facile, au sens où tu peux te promener avec tes livres, tu peux te promener avec tes cartes d'affaires. C'est ce qu'on m'a dit dans le milieu de l'édition. Il y a un des plus gros salons du livre au monde qui est en France. Donc, j'ai bien l'intention d'y aller, d'amener des livres, d'amener mes cartes d'affaires, d'aller serrer des mains et d'essayer de faire éditer mon livre là-bas. J'ai comme l'impression, mais c'est une impression, que ce serait plus facile ça au départ que de trouver une multinationale qui me signerait avec mes disques. Je connais moins le marché musical. Qu'est-ce qui marche en France présentement? Est-ce que les arrangements ou le son de mes nouvelles chansons, est-ce que ça fonctionnerait dans les radios? C'est quoi qui pogne là-bas? Je sais que le hip-hop marche beaucoup. Mais un livre, les écrits, c'est indémodable. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas d'arrangement pour un livre. Un livre, c'est un livre. Puis c'est des écrits, puis tu le lis, puis si c'est bon, les gens vont aimer ça. Peut-être qu'en arrivant avec ça, en engageant un relationniste de presse pour me faire des plateaux de télé avec mon livre, ça pourrait être ma porte d'entrée. Est-ce que
sais, la vie, tu ne sais jamais où elle va t'amener. Dans le livre, j'en parle. Moi, j'étais un joueur de hockey. J'ai été repêché par le Canadien de Mhm. Montréal. Je pensais être un joueur de hockey dans ma vie. À 18 ans, quand j'étais repêché par le Canadien, si on m'avait dit un jour, tu vas gagner ta vie comme chanteur, je serais parti à rire. Tu sais. J'aurais dit, voyons donc. Comme si un jour, je m'étais dit, ah, je pourrais me servir d'un livre pour peut-être me faire connaître en France. Je n'aurais jamais cru ça, mais Mhm. c'est la vie souvent qui choisit où elle va t'envoyer. Tu sais, quand tu fais confiance à la vie t'envoie par toutes Mhm. sortes de détours pas possibles et inimaginables, mais qu'au final, ben, tu fais, ben, mon Dieu, je suis rendu là. Tu sais. Donc, on verra. Peut-être que ce sera ça qui arrivera pour la France. Et tu en as parlé un peu de ta nouvelle musique. Il y a un album qui va sortir dans les prochains mois. Et c'est avec Claude Bégin que tu as travaillé. Oui. Oui, donc c'est un petit peu ça. Comment c'est né cette collaboration-là? Parce qu'on s'imagine peut-être un petit peu plus d'aller dans la pop dansante ou. C'est un heureux mélange. Moi, je suis un OK. gars beaucoup plus. Moi, je suis un gars folk à la base où j'écris toutes mes chansons à base de piano et de guitare. Toutes mes chansons se tiennent debout puis ont du sens si je te les Mhm. joue tout seul à la guitare ou tout seul au piano. Mhm. Donc, je ne suis pas très dans l'électro, dans la grosse pop à côté. Par contre, j'avais une envie de me renouveler, d'aller ailleurs. Ça fait 4 ou 5 ans, je n'avais pas sorti un album original en français. J'ai sorti une compilation, un album en espagnol. Là, je sais comme Mhm. qu'après 4 ans, 5 ans presque, quand l'album va sortir, que je n'ai pas sorti de nouveau matériel en français, où je suis. Je n'avais pas envie de refaire un album trop organique, trop guitare-voix, trop piano-voix, avec des strings ou des cordes et les genres de choses que j'ai fait dans le passé. Je voulais aller complètement ailleurs, je voulais me surprendre moi-même, je voulais me Mhm. challenger. Et c'est ce qu'un gars comme Claude m'apportait. J'aimais beaucoup la sonorité pop, le côté éclectique, le côté fou un peu du son, du look, de la direction artistique, puis de la façon de penser de ce gars-là. Puis je me disais, tu sais, on est vraiment deux personnalités Mhm. vraiment opposées. Mais en même temps, on est deux gars de Québec, on est deux gars à peu près du même âge, on a grandi un peu Mhm. avec les mêmes références. Donc, on s'entend surprenamment tellement bien, même au niveau musical. Donc, tu prends mes chansons très guitare-voix, très piano-voix, puis là, tu mets tous les arrangements, toute la folie, tout le côté un peu space de Claude, puis ça fait un son vraiment le fun. C'est que ça fait du folk puis de la chanson québécoise, guitare, voix, piano, voix, mais avec une espèce de couleur de folie d'arrangement à la Claude. Est-ce que les Mhm. gens vont embarquer les dents? Est-ce que les gens vont triper? Mais c'est là que j'avais envie d'aller, moi. J'avais envie de faire ça. J'avais des looks de vêtements pour la pochette de mon album qui était un peu plus flyé. J'avais envie de m'amuser. Je suis là dans ma vie, puis peut-être que le prochain album, ce sera complètement d'autre chose. L'album va s'appeler Le Pont. Il va être lancé en mars prochain. Fait que c'est deux choses. C'est le pont entre Étienne Drapeau que j'étais avant les Mhm. dernières années de musique latine et tout ça, puis où je suis rendu. Puis c'est le pont aussi entre, à la base, la chanson thème, ça a été inspiré par l'espèce de fossé qu'il y a entre la musique pop puis la musique plus intellectuelle, plus de gauche, Mhm. plus radio-canadienne, si on peut dire, où je Ouais. trouve que dans le milieu, il n'y a pas beaucoup, les gens ne communiquent pas beaucoup. Je te dis, il y a un fossé, pardon, il y a un fossé qui est immense entre les gens de la musique plus commerciale, populaire et la musique plus de gauche qu'on appelle. Mhm. Et puis moi, ça fait des années, et puis de toute façon, ça fait des années que cette espèce de petit gaguerre-là dure dans le milieu. C'est arrivé l'année passée avec Mario Pelcha puis Chloé Pelgag, puis Mhm. c'est arrivé avec tellement d'autres dans le passé. Puis non, il y a trop de gens-là. À un moment donné, là, quand on va comprendre qu'on est un microcosme au Québec, puis qu'on a besoin de tout travailler C'est tout ensemble, puis ça. si on faisait des projets, puis on s'entremêlait, puis on s'aidait, au lieu de tout être essayé d'être notre bord, puis de ne pas vouloir aider l'autre, puis de ne pas vouloir rentrer dans la gang de l'autre parce que le marché est tellement petit. Aux États-Unis, je te dirais dans la musique latine, on l'a compris beaucoup, il y a beaucoup de featuring. Il y a des Oui. fois, il y a des chansons, il y a 2, 3 rappeurs, 4 rappeurs ensemble. Dans la musique latine, tu vas avoir Ricky Martin qui fait une tune avec J-Lo, avec J Balvin, Mhm. avec Nicky Jam, puis Will Smith. Ils sont 4, 5 comme ça, ils s'entraident, puis ça fait des méga hits. Chose que je trouve qu'on n'a pas beaucoup au Québec, puis que je souhaiterais qu'on fasse plus, mais c'est ça. C'est un petit peu tout ça, la pensée, la philosophie derrière l'album à venir. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que ça m'amène un peu de ce temps-ci. On voit beaucoup donc, des textes plus tristes, plus sombres, mais avec de la musique pop lumineuse. Mais on voit rarement le contraire. Des textes. Des Que je textes comme réfléchisse. pensée positive, mais que c'est sur une mélodie plus triste. C'est vrai, c'est un concept qui pourrait être intéressant. Penser, ouais, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Tu vois, dans un autre ordre d'idée, j'avais écrit une Mm. chanson qui s'appelait Tes petites manies. À l'époque, un texte qui avait été mis en musique par Marc Dupré. Je travaillais avec lui. J'avais écrit une toune d'amour. Quand le jour se lève sur ton visage, pas maquillé, les yeux bouffis.
ton seul sourire sans emballage est le plus beau cadeau de ma vie. C'était tout amoureux, tout Mhm. langoureux. Puis tout d'un coup, Marc m'est arrivé avec la tune la plus rock que j'ai jamais indiquée de ma vie, avec un beat à la Summer of 69 quand ça commence, la guitare électrique. Quand tu regardes ces autres filles, c'est la grosse tune rock. Mhm. Fait que des fois, d'aller dans des univers complètement différents, tu vois, moi, je pensais qu'elle allait m'arriver avec une belle balade, puis ça a fait Mhm. une tune super. Fait que tu vois, d'arriver avec quelque chose d'hyper positif, avec une mélodie triste, ça sonne une cloche. Là. Tu sais, Ouais. j'aime ça. C'est Tu vas peut-être y songer pour le prochain album. peut-être une idée. Ouais, j'y vais y penser. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Hugo. Ben, c'est un Super gros intéressant. merci. Ben, merci à toi. Puis écoute, ça sera un plaisir de voir cette entrevue-là. N'hésite pas à m'envoyer le lien pour que je puisse Oui. peut-être le partager ou en parler. Ah, parfait. Merci. Il n'y a pas de problème. Un gros merci à toi. Bye bye. Bonne journée.